est ravie, Pascal et moi, de vous présenter notre travail commun. Je vais te laisser, Pascal, peut-être en raconter la genèse. La jeunesse, c'est qu'on se dit que le sport, il n'échappe pas à l'ensemble des grands mouvements qui traversent la société et il peut également les amplifier. Et on s'est dit que pour aller creuser un peu ces différents mouvements, on avait envie de sortir des sentiers, j'allais dire, balisés du Canty et d'avoir une méthodo quali un petit peu différente. Et c'est dans ce sens qu'on a fait appel à Dominique et à Georges. Alors, le point de départ, c'est que... on a eu envie de regarder dans les détails, c'est-à-dire de regarder autrement pour voir finalement ce que nous cherchons tous, à quoi ça correspond, qu'est-ce que ça raconte, cette histoire de Jeux Olympiques, et plus particulièrement, comment est-ce que les marques peuvent y comprendre quelque chose et s'en inspirer. Donc on a construit une galerie de détails, on va vous en montrer 3, qui sont des petites images qui nous ont paru, selon un principe que vous connaissez bien, être signifiantes de phénomènes beaucoup plus larges. On a ensuite utilisé une technique d'ethnographie digitale, c'est-à-dire qu'on est allé regarder ce qu'on appelle aussi la netnographie, comment ces différents phénomènes s'exprimaient dans des micro-communautés ou dans des communautés plus larges, et ce qu'elles pouvaient nous raconter du futur. Et puis ensuite, à chaque fois, on a confronté ce que nous avions compris, ce que nous avions ressenti, à 2 regards experts, celui du service des sports du Parisien, qui nous a apporté une perspective à la fois de l'histoire des sports et de la manière dont ces JO s'organisaient, et puis à chaque fois un membre du collectif du planning stratégique avec lequel nous avons pu échanger sur ce que cela pouvait signifier dans l'élaboration de stratégies de communication. Et là, il faut que ça tourne. Voilà. On a commencé avec 3 détails et je vais vous les présenter. Le premier, c'était, vous l'avez vu, une route skateboard. Pourquoi le skateboard ? Parce que c'est une des 4 disciplines qui intègrent officiellement la compétition pour ces JO de Paris 2024. Il y a le skateboard, le breaking, l'escalade sur mur et le surf. Et en fait, ces 4 disciplines, elles ont en commun d'avoir une histoire assez différente des disciplines qui, jusqu'à présent, ont intégré les Jeux Olympiques, en ceci qu'elles viennent de la culture populaire. Alors le surf, c'est très très ancien, mais ça vient presque d'une contre-culture, et qu'il est assez intéressant pour nous de voir comment on passe de disciplines, pour prendre des choses comme le handball ou le basketball, inventées dans des universités, dans les codes, on va dire, de l'institution, et qui arrivent avec une culture officielle, à des disciplines qui sont des disciplines dont, très honnêtement, on se demande même comment elles vont rentrer dans un contexte de compétition, de normativité. Il faut imaginer, vous les avez peut-être vus, des breakers, des skateboarders au village olympique à côté d'athlètes qui ont le petit doigt sur la couture du juste au corps. Donc à partir de ça, on s'est posé la question de savoir comment la culture générale se transformait et comment les subcultures pouvaient transformer aujourd'hui les cultures officielles et ce que cela pouvait signifier pour les marques, comment les cultures urbaines, qui deviennent des cultures à part entière, irriguent nos imaginaires et les imaginaires de marques, quelles valeurs nouvelles ça promeut, celle de la débrouillardise, celle de l'invention, celle de la performance toujours, mais avec une notion de la performance qui est assez différente, et puis enfin comment on passe de cette notion de fédération assez descendante et qui était jusqu'ici la structure principale de l'organisation des sports, à des choses qui sont beaucoup plus horizontales, voire beaucoup plus bottom-up, et qui sont des communautés, des crews, qui deviennent ensuite des équipes et qui finissent par aboutir à des fédérations officielles. Donc, premier détail qui nous a amené à nous interroger beaucoup sur les nouvelles cultures, les cultures urbaines et ce qu'elles pouvaient signifier pour les marques. Second détail, je dois vous dire que c'est celui qui a eu le plus de succès, ce postérieur. Ceci est le bikini d'une joueuse de beach volley. Et en fait, en se demandant, en partant de cette photo, on s'est aperçu qu'il y avait une réglementation extrêmement précise, je vais vous en faire grâce, mais qui définissait au centimètre près l'échancrure du maillot de ces jeunes femmes et l'endroit où devait être posé le logo. Et quand on a fait ce qu'on fait toujours, un peu de rétrospective, on a été assez frappé par l'évidence qui était qu'on est d'abord passé d'une absence totale des femmes dans l'olympisme. Pierre de Coubertin disait qu'il ne voyait pas l'intérêt d'une petite olympiade mâle à côté de la grande, femelle à côté de la grande olympiade mâle, à un moment où on leur a demandé de se cacher, puis progressivement à une sexualisation, voire à une sexualisation excessive des corps féminins. On est en train de vivre un moment de bascule. On appelle ça l'empowerment, mais en tout cas, on est en train de vivre un moment où les athlètes, et notamment les beach handballeuses, se révoltent contre le fait qu'on veuille leur dire comment s'habiller et qu'on veuille utiliser leur corps comme un des éléments d'attractivité de leur sport
au-delà de la performance. Alors au moment où le sport féminin est en train de conquérir, en termes d'audience, en termes d'intérêt, notamment des commentateurs sportifs, toute l'attention qu'ils méritent, c'est important de voir comment on sort du male gaze, du regard masculin sur le corps féminin, pour arriver à ce que les femmes décident elles-mêmes, comment elles veulent être vues et comment elles se voient. Ça donne pas mal de choses. Là, vous voyez différents types de tenues qui ont été réappropriées par les femmes elles-mêmes, où vous pouvez constater que, par exemple, les beach handballeuses ont finalement décidé qu'elles avaient le droit de porter des shorts ou que des gymnastes portent des intégrales. Mais ça a aussi amené un certain nombre de combats féminins, féministes, de sujets, comme les sujets du cycle menstruel, comme les sujets de la grossesse, dans le monde du sport et plus généralement aujourd'hui dans l'ensemble de la communication. Vous voyez bien à quel point la biologie de la femme, la féminité dans ce qu'elle a de plus cyclique et naturel est arrivée parmi les sujets de travail des entreprises, à la fois en termes de marque employeur et en termes de communication. Troisième détail sur lequel nous avons travaillé, cette prothèse, qui est une prothèse, comme vous pouvez le voir, d'athlète paralympique. Vous avez beaucoup entendu d'athlètes de sport paralympique, d'athlètes en situation de handicap de toutes sortes qui sont arrivés dans la lumière aujourd'hui. Ce qui nous a paru intéressant là-dedans, c'est qu'on est passé en quelque temps d'une forme de déification de la performance. On parlait des dieux de l'Olympe, mais sans remonter si loin, on avait des athlètes qui étaient plus que parfaits en termes de corps et même parfois en termes de récit de vie, et qu'on est arrivé avec ces Jeux paralympiques qui, pour la première fois, vont être dans une forme d'égalité formelle totale avec les Jeux olympiques. Les mêmes équipements, les mêmes couvertures médiatiques, je ne sais pas si on aura les mêmes audiences, les mêmes rémunérations, en tout cas défraiements pour les athlètes paralympiques et pour les athlètes classiques, je ne sais plus comment les appeler, valides. On est arrivé à des nouveaux héros et à des nouveaux récits de la performance. Et cette manière de raconter la performance, pas seulement en toujours plus, mais aussi, puisque vous savez que la devise des Jeux Olympiques, c'est plus haut, plus fort, plus vite. Donc pas seulement en toujours plus, mais aussi en intégrant des valeurs à la fois plus spirituelles, on pourrait dire davantage d'âme ou davantage d'humanité, en intégrant des récits de vie ou des récits de difficultés qui sont assez différents. C'est aussi une manière de renouveler plus globalement le discours sur la vulnérabilité, l'acceptation de la vulnérabilité. Et on peut penser à la vulnérabilité aussi de notre écosystème global. Quand on parle de robustesse, on parle de système plus global que la performance de chaque individu ou de chaque entreprise, mais de la prise en compte des vulnérabilités de la planète, du corps social et de la résilience. Un des bons exemples de ça, c'est tout ce qui tourne autour de la santé mentale, qui est passé en quelques années du statut de tabou à statut de problème de santé publique, et un sujet sur lequel de nombreux athlètes s'expriment. Je lisais hier que Simone Biles, que vous voyez ici, et qui est connue à la fois pour être the greatest of all time, c'est-à-dire la plus grande athlète ou la gymnaste la plus médaillée de l'histoire de son sport, et qui avait abandonné les JO de Tokyo pour cause de difficultés mentales, est en train de revenir et espère être sélectionnée pour les JO de Paris. Et dans les interviews qu'elle donne, elle explique comment c'est surtout à travers le travail sur sa santé mentale qu'elle a reconquis oui, sa performance, y compris sa performance sportive. Donc le sport, à travers l'exposition de corps différents, de parcours différents, nous invite aussi à reconsidérer la notion de performance et la notion de compétition. De tous ces détails, on va assez rapidement, donc vous comprendrez qu'on essaye d'aller à la conclusion. On pourrait conclure que la marque olympique, c'est à la fois le reflet de la société, mais c'est aussi un accélérateur de la société. À travers l'exposition médiatique incroyable de cet événement, qui, vous le savez, est l'événement le plus couvert, si je ne me trompe pas, de tous les événements sportifs, un grand nombre de mouvements sociétaux vont trouver une fenêtre d'expression et vont permettre aux marques aussi de parler un peu différemment ou un peu d'autre chose et d'étendre le territoire de leur discours à travers leur association avec le sport. Je te passe la main. Avec énormément de problématiques qui est toujours de susciter le désir et de le renouveler, d'aller chercher des nouveaux publics, et ça c'est aussi le rôle des nouveaux sports, une vraie problématique de comment on conjugue intemporalité mais aussi actualité, c'est-à-dire se renier mais sans jamais oublier ses origines,
faire face à la fois au vieillissement des publics et en recruter des nouveaux. Et puis articuler ce qu'on a appelé l'universel et le fragmenté, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de diversité aujourd'hui qu'il faut représenter, mais avec des discours et des récits très collectifs, et donc développer des nouveaux récits où on passe de la performance unique à plus de la robustesse. En gros, c'est comment on raconte différemment sa performance. Ce que nous a montré, ce que nous a montré le premier volet, avec tous ces sports qui arrivent, ces nouveaux sports qui arrivent au JO, c'est l'étendue des nouveaux territoires qui s'ouvrent pour les marques, avec vraiment un changement des valeurs, où on est passé, ce que disait Dominique, à plus haut, plus vite, plus fort, et des fédérations ultra puissantes, avec des règles très top-down, très figées, à des nouveaux sports qui s'inventent en fait par les communautés. Le sport ne s'invente plus par le haut, par des fédérations, mais par des communautés qui vont co-créer les règles, avec du coup une notion d'agilité. Et ce qui, je vais me la prendre là, voilà, ce sera plus simple. Et si on regarde d'ailleurs les nouveaux sports qui pourraient arriver au prochain JO, puisque je ne sais pas si vous le savez, mais il y a une notion d'audience nécessaire pour rentrer au JO, ça fait partie des critères. Si on va chercher un peu avec de l'ethnographie digitale, on peut voir qu'il y a des sports très urbains comme le parcours qui pourraient rentrer dans les prochaines années. Donc pour les marques, c'est la capacité à aller chercher des nouveaux territoires d'expression très en affinité avec ce qu'elles sont et d'aller chercher des nouvelles communautés. On pense notamment à Red Bull qui fait ça en sponsorisant des sports très transgressifs comme le cliff diving, mais ça pourrait être, si quelqu'un voulait aller sur le parcours, ça pourrait être aller chercher tout ce qui est réappropriation de la ville. Si on va sur le trick shot, vous savez, le trick shot, c'est notamment la lucarne d'Evry, comment on réinvente dans un milieu très urbain avec peu de moyens, comment on réinvente effectivement des sports. Donc là, il y a toutes des valeurs j'allais dire, d'être malin, ça fait entrer des logiques de pouvoir d'achat, comment on n'a plus besoin forcément d'avoir des équipements qui coûtent très cher. Donc pour les marques, là, il y a un vrai nouveau terrain de jeu avec une question alors d'abord de temporalité. Il ne faut pas y être trop tôt, mais il ne faut pas y être trop tard, sinon c'est de la récupération. Et une question d'accompagnement. On voit que ce sont des sports qui se co-créent. Donc la marque va participer avec ses communautés, mais sans jamais devoir être descendante, sans jamais devoir imposer, on va dire, son territoire et ses valeurs à elle. Le deuxième volet, donc le volet sur j'allais dire, la façon dont les femmes se réapproprient leur corps, il nous montre à quel point aujourd'hui être partenaire des sports féminins, encore une fois, ça ouvre le champ des possibles. Quand on sponsorise une sportive, aujourd'hui, c'est quasiment du 2 en 1. On s'associe à sa performance, la performance sportive pure et dure, mais on s'associe à des femmes qui sont aussi, j'allais dire, des héroïnes du quotidien. On s'associe à des femmes qui revendiquent leur maternité. On s'associe donc elles sont à la fois mères, à la fois sportives, et elles gèrent les deux. Ce sont aussi parfois des militantes pour les droits et pour l'égalité. Là, vous avez l'exemple de Megan Rapinoe. Alors, l'équipe de soccer américaine féminine, elle a bien plus de résultats que l'équipe de soccer masculine, puisqu'elle est championne du monde, mais évidemment avec des salaires 2 fois moins importants. Et Megan Rapinoe est devenue vraiment la représentante de cette lutte pour l'égalité salariale. Et ce que fait la page que vous voyez là de presse, c'est Procter qui s'associe à cette revendication. Et Megan Rapinoe, elle est même devenue également l'égérie, la représentante d'un logiciel qui s'appelle Equal Pay Day. Et pour une marque, c'est une façon de soutenir ces combats sans être dans de l'activisme ultra militant. Parce qu'une Megan Rapinoe, elle a une légitimité sans faille et très assise pour porter ce combat. Donc, ça permet d'aller sur des valeurs très sociétales, mais de façon, on va dire, plus douce, plus soft qu'un activisme militant pur et dur. Et puis le dernier volet sur les Paralympiques et sur la résilience. Ah oui, pardon, j'avais oublié cet exemple-là qui est aussi intéressant. Ça, c'est Lidl qui sponsorise le handball féminin et qui tourne dans toutes les fédérations pour parler de comment les athlètes peuvent gérer leur cycle menstruel. Et aujourd'hui, ce qui était complètement tabou il y a encore 2 ans, aujourd'hui, on a des athlètes qui s'expriment en disant « j'étais moins performante dans ma course parce que ça tombait au mauvais moment de mon cycle ». Et Lidl donc à bas bruit, va dans toutes les fédérations pour expliquer aux femmes comment gérer, avec des médecins, comment gérer leur performance en fonction de leur cycle. Et donc ce troisième, il y a un vrai discours de preuve à avoir, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas de dire on est là,
Il faut faire les choses. Comme on dit, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Et ben, la preuve, c'est effectivement Lidl qui va dans les fédérations. C'est Adidas qui crée je ne sais combien de modèles de brassières différents pour s'adapter à toutes les formes de poitrine. Donc là, pour les marques, il y a quand même un enjeu d'action tangible. Et notre troisième volet, donc sur le handisport et le paralympisme, je ne veux plus passer, c'est comment, en s'associant à ces sports-là, on a des nouveaux récits. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que sur le paralympisme, mais aussi sur le sport, j'allais dire valide, la performance seule, elle ne suffit plus à raconter une belle histoire. La belle histoire, elle est dans tous les obstacles qu'on a surmontés pour y arriver. C'est ça qui rend la performance valable. C'est tous les obstacles, tout ce contre quoi il a fallu se battre. Et pour les marques, encore une fois, c'est un territoire d'expression extrêmement intéressant. Là, on voit Naomi Osaka, qui n'est pas la plus grande tenniswoman, qui a abandonné Roland Garros en mai 2021 pour préserver sa santé mentale. Et pourtant, c'est l'égérie de Vuitton, c'est l'égérie de Victoria's Secret, de Visa, parce que ce qu'elle porte, c'est un discours extrêmement fort de pour être performant, il faut surmonter des obstacles, que ce soit la santé mentale ou que ce soit la santé physique. C'est typiquement un esprit sain dans son corps sain, c'est tout ce que fait ASICS. Donc avec vraiment un enjeu aujourd'hui de nouveaux récits de storytelling autour de la résilience. J'ai tenu pile poil le délai. Bravo. Ah bah bravo. Merci beaucoup.